les investisseurs institutionnels sont devenus des éléments clés dans le financement des économies nationales. Alors, cela est vrai dans le cas du Maroc et cela est également vrai au niveau international. Si vous regardez les actifs sous gestion qui sont gérés par les institutionnels au niveau des pays de l'OCDE, vous êtes à peu près à un total de 80 trillions de dollars qui représentent près de 100% du PIB de ces pays-là. Alors, non seulement cette enveloppe est importante, non seulement cette enveloppe est devenue importante, mais vous voyez que le trend a été haussier, que les actifs ont été multipliés par 2, voire par 3, suivant les pays, suivant les types d'investisseurs institutionnels. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on voit ces chiffres-là, on se dit c'est évident aujourd'hui, puisque aujourd'hui les institutionnels sont des acteurs clés sur les marchés de capitaux. Et ce qui est moins évident pour nous aujourd'hui, c'est de penser que cela n'a pas toujours été le cas. Puisque si vous prenez un peu de recul historique sur les choses et que vous remontez au début du XXe siècle, à cette époque-là, les institutionnels ne sont pas des éléments clés dans le financement des économies nationales. Au début du XXe siècle, la majorité des titres financiers sont détenus directement par des particuliers. Je vais donner juste un seul chiffre pour expliquer ça. Si vous prenez le système financier britannique, qui est à cette époque-là le plus important au monde, vous aviez uniquement 10%, je dis bien 10% des titres financiers qui étaient détenus par les institutionnels. Donc la majorité était chez les particuliers. Et à partir de quel moment est-ce qu'il y a ce balancement-là? À partir de quel moment est-ce que les institutionnels au niveau international deviennent des éléments clés dans le financement des économies nationales? C'est à partir des années 50. Pourquoi est-ce que c'est à partir des années 50? Puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on va se mettre à leur confier de plus en plus d'épargne, une partie de cette épargne provenant d'impératifs réglementaires, légaux. Je pense notamment au cas de la généralisation de la couverture des régimes de retraite. Je pense aussi à la hausse du taux de pénétration des assurances qui va aller progressivement. Et puis, pour un autre type d'investisseurs, notamment les fonds souverains, je pense aux années 70, avec les deux chocs pétroliers de 73 et de 79, qui vont ramener beaucoup de pétrodollars chez ces fonds souverains-là. On peut même pousser le raisonnement jusqu'au début des années 2000, où avec la croissance très forte de l'économie chinoise, il y a une pression sur la demande du prix des matières premières, et donc les pays qui ont la chance de détenir ces ressources-là ont également vu leur gestion institutionnelle croître de façon très importante. Alors si je vous parle des années 50, c'est pas uniquement parce que la musique était très bien à cette époque-là, mais c'est pour démarrer notre comparaison. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en revue un triptyque qui est celui de la croissance, de l'inflation et des taux d'intérêt, pour essayer de caractériser les périodes qu'ont traversées les investisseurs institutionnels. Alors vous voyez d'une façon... Alors le graphe qui est tout à gauche, ça ne se voit pas trop parce que c'est petit, c'est la croissance du PIB. Le graphe qui est au milieu représente l'inflation. Et le graphe qui est à droite représente l'évolution des taux d'intérêt nominaux sur la dette sans risque, c'est la courbe en bleu qui est au-dessus, et reprend la courbe en rouge qui est celle de l'inflation. Donc lorsque vous voyez ça, vous voyez immédiatement qu'il est possible de faire une segmentation entre deux périodes, entre la fin des années 40, le début des années 50 et le début des années 80, donc ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, avec une croissance qui est forte, une croissance économique forte, qui est non seulement forte, mais qui a eu tendance à progresser avec le temps. Vous voyez une inflation qui, là aussi, a suivi le trend de la croissance, puisque lorsque vous êtes dans un cadre macroéconomique classique où croissance et inflation vont de pair, c'est-à-dire que quand vous avez plus de croissance, vous avez plus d'inflation, ce qui est généralement le cas, sauf si vous enlevez des exceptions comme la stagflation des années 70, où on a eu une conjonction d'une inflation qui était très très forte et une croissance qui était moyenne. Et donc vous voyez que ce qui va se passer en fin de compte, c'est que l'inflation qui est très importante va tirer les taux d'intérêt nominaux à la hausse dans une première partie. Et qu'en seconde partie, vous allez avoir cet effritement-là avec une croissance qui va baisser, qui va adopter un trend baissier, une désinflation. Désinflation, c'est conjonction de deux termes, ça veut dire qu'on a toujours de l'inflation, mais que cette inflation-là est de plus en plus basse. Donc un trend très important de désinflation. Et puis, comme vous le voyez sur le graphe de droite, des rendements réels qui vont à la baisse. Les rendements réels étant l'écart qui est entre les deux courbes, entre la courbe bleue, qui représente les taux d'intérêt nominaux, et la courbe rouge, qui représente l'inflation. Alors,
les institutionnels, quand ils se mettent en place au début des années 50, en fin de compte, à faire face à une première période qui leur est macroéconomiquement très favorable, qui est facile à piloter. Quand je dis facile à piloter, ce n'est pas facile à piloter d'une façon absolue, mais c'est facile à piloter par rapport à ce qu'ils attendent par la suite, après les années 80. Donc, une première période avec une forte croissance, une poche action qui se comporte bien, puisque se produit quelque chose à partir du début des années 50, c'est l'introduction de la classe d'actifs des equities chez les institutionnels. Avant les années 50, il y avait plusieurs institutionnels qui n'avaient pas le droit de détenir des actions. Si vous prenez les compagnies d'assurance américaines, notamment celles qui sont à New York, qui sont régulées par le régulateur de New York, avant les années 50, ils n'avaient pas le droit de détenir des actions. Et à partir des années 50, il va y avoir une course aux equities. Et on va passer en quelques années à près de 35, voire 40% du portefeuille qui est placé en actions. Donc, ces actions-là permettent de capter une croissance qui est de plus importante. Ce changement-là est arrivé parce qu'au début des années 50, il y a eu une acceptation académique qui peut là aussi nous paraître évidente aujourd'hui, qui peut nous paraître très simple, mais ce qui n'est pas le cas auparavant, c'est le fait que les actions représentent le meilleur moyen de capter de la croissance sur le long terme, que les actions rapportent toujours plus que les obligations sur le long terme. C'est quelque chose qui peut nous paraître évident, mais qui n'était pas évident à ce moment-là. Et une fois l'acceptation obtenue, les régulateurs ont autorisé les institutionnels à monétiser de la duration qui est très longue sur leurs passifs. Je pense notamment au cas des fonds de pension, en investissant sur des actions. Donc une poche action qui se comporte très bien en première partie, une poche taux qui se comporte bien puisque vous voyez que non seulement les taux d'intérêt vont sur un trend haussier, mais que les rendements réels sont importants. Si vous enlevez les exceptions de 73 et de 79, où on a eu des pics d'inflation et où les rendements sont devenus momentanément négatifs, vous avez des rendements qui sont partis à la hausse. Et puis une seconde partie où les rendements vont aller à la baisse. Alors, lorsqu'on est un gérant institutionnel long only et qu'on voit les rendements baisser, il y a deux premières idées qui arrivent en tête pour essayer de contourner cela. Ce sont ces alternatives-là que j'illustre. La première, c'est d'aller rechercher du term premium en rallongeant la duration de son portefeuille, en se disant « je vais aller investir sur des titres de plus en plus longs ». C'est une possibilité. C'est ce que j'illustre sur le graphe qui est complètement à gauche. Donc ce que vous voyez, la courbe en bleu, c'est la courbe du taux sans risque de 10 ans. Et les courbes qui sont en bas, qui sont cycliques, ce sont les spreads, les term premium. Donc vous voyez que le fait d'aller chercher des durations plus longues, certes, ça permet de capter un spread. Il faut voir plusieurs choses sur ces spreads-là. La première, c'est qu'ils sont très cycliques. Donc vous voyez sur les graphes, lorsqu'il y a des barres grises verticales, ce sont les moments où l'économie rentre en récession. Vous voyez que ces spreads-là sont très sensibles au cycle de l'économie. Donc ils ont tendance à augmenter de façon très importante lorsqu'on est en récession. Donc il faut être positionné au bon moment du cycle économique pour capter cette prime-là. Puis la seconde chose, vous voyez que ces spreads-là qui existent, qui sont réels, ils sont aussi capés. Et donc, le fait qu'ils soient capés, qu'ils aient un maximum, va faire en sorte que ça va compenser la baisse des rendements obligataires, mais ça ne va pas permettre de les compenser entièrement. L'autre alternative qui peut venir à l'esprit, c'est celle d'aller rechercher de plus en plus de spreads de crédit, en acceptant de prendre plus de risques de crédit sur son bilan. Donc là, c'est ce que je illustre sur déjà le graphe qui est au milieu. Donc le graphe qui est au milieu, la courbe en bleu, c'est toujours le taux sans risque, et la courbe en rouge, c'est de la courbe notée investment grade, corporate, chez Moody's. Donc vous voyez qu'il existe bel et bien un spread de crédit, que ce spread-là, on peut le capter. Vous voyez que là aussi, il est cyclique, il dépend des cycles de l'économie. Et vous voyez que là aussi, le fait que ces spreads-là soient capés va faire en sorte que ça ne va pas compenser entièrement la baisse des rendements. On peut pousser le raisonnement encore plus loin sur le graphe qui est à droite, en basculant de la dette, à partir de la dette investment grade sur de la dette high yield. Et je rappelle au passage que lorsque vous êtes sur de la dette notée AAA, vous avez une probabilité de défaut cumulée sur les 5 prochaines années qui est quasiment nulle, que lorsque vous passez sur de l'investment grade, vous êtes sur une probabilité de défaut de 4%, et lorsqu'on passe sur du high yield, la probabilité de défaut est multipliée par 3, et donc on aboutit à une probabilité de 12%. Donc une augmentation très importante du risque de crédit qui est pris. Là aussi, vous voyez que les spreads existent, qui sont encore plus sensibles au cycle de l'économie que sur l'investment grade. Et vous voyez que là aussi, ça permet en fin de compte de compenser en partie la baisse des rendements, mais ça ne permet pas de la compenser
Totalement. Alors, cette dégradation donc, que j'ai évoquée, qui arrive pendant les années 80 et 90, je pense que pendant ces 2 décennies-là, il y a encore un matelas de sécurité, il y a encore un coussin de sécurité. Et parce qu'on n'atteint pas la borne du zéro immédiatement. Et je pense qu'à partir du moment critique dans lequel beaucoup d'institutionnels internationaux basculent dans le rouge, c'est réellement au début des années 2000. Pourquoi ? Parce qu'il y a une conjonction de plusieurs choses. Déjà, la Posto va en prendre un grand coup, parce que Alan Greenspan, qui est à la tête de la Réserve fédérale, va baisser les taux directeurs à un niveau quasiment proche de zéro, qu'on n'avait plus jamais vu depuis les années 50, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc des rendements obligataires qui baissent d'une façon très importante, et une poche equity qui va aussi, là aussi, en prendre un grand coup, parce que c'est l'éclatement de la bulle Internet. Donc il y a quelques institutionnels qui sont exposés à ça. Et puis ceux qui ont la chance, ceux qui ont eu la chance de ne pas être exposés à ça, plus ont été exposés à beaucoup de scandales de corporate equity governance. Je pense notamment au scandale de Enron, au scandale de WorldCom. Donc une poche action qui prend également aussi un coup. Et ce coup-là sur les equities qui arrive en fin de compte au pire moment pour les raisons historiques que j'ai expliquées auparavant, puisque la tendance avant a été celle d'aller toujours davantage, de plus en plus, vers de l'equities en se disant que c'est le meilleur moyen de monétiser de la duration sur le très long terme. Donc le graphe que vous voyez ici à l'image est tiré d'un sondage sur les 20 marchés de pension les plus importants au monde. Et donc vous voyez que c'est réellement en début des années 2000 que la courbe rouge qui représente le passif va dépasser la courbe jaune qui représente l'actif. Vous voyez qu'il y a un creusement, qu'on essaye de rattraper ce creusement-là en 2004 et en 2005. Et vous voyez qu'en fin de compte, on n'arrive jamais à le rattraper entièrement et que la crise de 2008 sonnant à nos portes, le creusement devient de plus en plus important. Donc ce contexte économique-là, qui est favorable en première partie, qui se dégrade pendant les années 80-90, et puis on bascule dans le rouge à partir des début des années 2000, la question qu'on se pose tous, la question à $1 million, c'est de savoir qu'en est-il à l'avenir. Est-ce que ce triptyque-là va perdurer ou pas ? Si on repasse le même triptyque ensemble, les perspectives de croissance sont très variables. Si vous êtes chez les pays développés, on s'attend à des croissances qui vont être très modestes, très moyennes sur les années à venir. Pourquoi ? C'est une hypothèse, alors il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas, c'est un débat. Celui de la stagnation séculaire. La stagnation séculaire, c'est l'idée que vous avez sur le premier graphe qui est à gauche des croissances démographiques qui sont stagnantes chez les régions développées, donc vous le voyez pour l'Europe, pour l'Amérique du Nord, et en fin de compte, vous n'avez plus que l'Afrique, où il y a une croissance démographique importante, et vous n'avez plus que l'Asie, où il y a encore une croissance, et que le pic de démographie ne sera atteint, le pic de transition ne sera atteint que pendant le milieu des années 2050. Donc une démographie qui ralentit fortement dans les pays développés, qui tire la croissance à la baisse. Si vous rajoutez à cela une stagnation de la productivité, c'est le but du graphe qui est à droite. Donc le graphe qui est à droite est organisé en déciles sur l'axe des abscisses. Le décile qui est à gauche représente les entreprises les plus productives. Le décile qui est à droite représente les entreprises les moins productives. Et donc ce que vous voyez sur ce graphe-là, c'est que les entreprises qui étaient à gauche, les plus productives, ont perdu en productivité depuis la crise de 2008. Et ce que vous voyez, c'est que sur les entreprises qui sont à droite, les derniers de la classe, en fin de compte, ceux qui avaient le plus de marge de progression devant eux, elles ont gagné en productivité depuis la crise de 2008. Mais vous voyez, et c'est évident sur ce graphe-là, que la hausse qu'il y a sur la partie droite de la courbe ne compense pas entièrement la baisse qu'il y a sur la partie gauche. Donc si vous prenez la contraction, la conjonction, je dirais, entre une croissance démographique qui atone et une stagnation de la productivité, vous arrivez forcément au constat que la croissance du PIB ne sera pas importante dans les pays développés et que la croissance, on ne peut la trouver que dans les pays émergents, là où on a encore des dynamiques démographiques qui sont très importantes et très prometteuses pour l'avenir. Donc, ça, c'est sur la croissance. L'inflation, en fin de compte, ça découle de ce constat-là, puisque l'inflation est impactée il y a une publication très importante, intéressante du FMI il n'y a pas longtemps qui se disait où est l'inflation. Tout le monde cherche l'inflation, plus personne ne sait où se cache l'inflation. L'inflation est faible parce que la croissance est faible. L'inflation
est faible parce que les perspectives sur le marché pétrolier, avec la nouvelle donne stratégique, le nouveau fonctionnement du secteur du pétrole de schiste, fait que depuis 2013, le secteur énergétique exporte de la déflation partout dans le monde, au lieu d'exporter de l'inflation, comme ça a été le cas auparavant. Donc de l'inflation qui est partout très faible, et donc in fine, des taux d'intérêt qui sont bas actuellement, une remontée qui a commencé, mais qui s'annonce très lente. Donc ça va prendre énormément de temps pour plusieurs raisons. La première, c'est que aujourd'hui, si vous faites un sondage, vous vous rendrez compte que il y a eu par le passé plusieurs façons de mener de la politique monétaire. Il y en a qui ciblaient la masse monétaire directement, il y en a qui avaient des objectifs de croissance du PIB. Aujourd'hui, la plupart, le standard qui s'est imposé, c'est celui de cibler l'inflation. Donc si vous ciblez l'inflation et que l'inflation est faible, il n'y a pas d'espoir à voir les banques centrales rehausser rapidement leurs taux sur les années à venir. Il y a aussi les conséquences de ce qu'on vient de traverser sur les dernières années, les conséquences des QQE, des quantitative and qualitative easing. On a beaucoup parlé des assouplissements quantitatifs, on n'a pas beaucoup parlé des assouplissements qualitatifs. C'est le fait que si vous regardez la qualité de la dette qui a été monétisée par la Banque Centrale Européenne, par la Réserve fédérale, la qualité de cette dette-là a beaucoup baissé. Donc on a accepté de refinancer le système bancaire avec du papier qui a une qualité de moins en moins importante. Donc là aussi, ça a beaucoup pesé sur les taux, ça a amené les taux sur plusieurs dettes souveraines vers des rendements quasiment négatifs. Donc là, vous voyez le rouge qui est omniprésent sur ce graphe-là. Sur la première ligne, sur la dette suisse, quand on était au pire des rendements négatifs en 2016, vous aviez des rendements négatifs du 1 an jusqu'aux 30 ans. Donc il n'y avait même plus l'espoir de faire ce dont on a parlé juste auparavant, d'aller chercher du term premium, parce que de toute façon, vous auriez eu du rendement négatif. Donc, il faut rajouter à cela la Global Savings Glut, qui est un sujet, là aussi structurel, un peu à l'image de la stagnation séculaire. C'est le fait que depuis le milieu des années 2000, depuis 2005, c'est Ben Bernanke qui a été le premier à écrire sur ça, et les pays développés traversent une étape de leur développement où ils ont un excédent d'épargne plus important par rapport à leur demande en investissement. Et une des conséquences, une des preuves de ça, c'est que les entreprises américaines, depuis 2005 exactement, ont des trésoreries qui sont extrêmement importantes. Aujourd'hui, si vous prenez des grandes multinationales comme Apple, comme General Electric, etc., elles sont quasiment devenues de vrais asset managers, puisqu'elles ont énormément de trésorerie qu'elles vont aller réinvestir sur des titres plutôt qu'aller faire croître leur outil productif, parce que hypothèse de la stagnation séculaire derrière, la demande ne sera peut-être pas là au rendez-vous. Donc, ne pas oublier également que ces rendements-là, même s'ils sont dépassés, en réalité, ils ont déjà été loqués dans les bilans de plusieurs institutionnels, puisque si vous avez souscrit à cette dette-là sur, mon favori, c'est la dette suisse sur 30 ans, donc si vous avez souscrit à la dette suisse sur 30 ans, ça veut dire que sur les 30 prochaines années, vous continuerez à récolter des coupons qui ne vous permettront pas de dégager un rendement positif. Donc un scénario en fin de compte en termes de croissance, inflation, taux d'intérêt qui a tendance à se prolonger sur les années à venir. On ne voit pas de rupture. Alors une des alternatives rapidement sur ça qui pourraient être prises, comme ce que j'ai expliqué auparavant, c'est le fait d'aller chercher de plus en plus de risques de crédit, de plus en plus de spread de crédit. L'OCDE a tiré sa sonnette d'alarme dans ses perspectives l'année dernière, en 2016, en attirant l'attention sur le fait que les institutionnels internationaux se sont mis à acheter de la dette de moins en moins, avec une qualité de moins en moins importante. Donc vous voyez que la dette investment grade représentait 80% des émissions et qu'aujourd'hui, ça ne représente plus que 60% des émissions. Le reste est en partie sur de la dette high yield, puisque les institutionnels achètent de plus en plus de titres high yield. Donc, ce n'est pas un hasard, en fin de compte, si ces solutions LDI sont apparues au début des années 2000, au moment où j'ai dit que la conjoncture a basculé dans le rouge. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une solution qui va permettre de compenser ce dont on a parlé, la baisse des rendements, ça ne permet pas ça, mais ça permet, dans un contexte qui est différent, où on a plus de difficultés à trouver de la valeur, à créer de la valeur, de s'adapter aux risques qu'on a en face, dont le risque de ne pas être capable de répondre à ses besoins de passifs. Donc,
les chiffres à droite, les deux principaux que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est le marché britannique du LDI. Pourquoi le marché britannique? Parce que c'est au Royaume-Uni que les premières solutions de LDI sont apparues au début des années 2000. Aujourd'hui, sur l'exercice 2016, on compte 900 milliards de livres sterling de passifs qui est géré sous LDI, ce qui représente à peu près 40% de tout le passif des fonds de pension britanniques. Et puis si on raisonne en termes de nombre, on a 1800 fonds de pension qui suivent actuellement une stratégie LDI, ce qui représente 30% de l'équivalent, 30% des fonds de pension britanniques. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est le sondage qui est à droite, où non seulement l'enveloppe LDI est importante, mais les intentions d'aller vers davantage de LDI sur les années à venir sont importantes. Alors, je ne sais pas si c'est très lisible sur ce graphe-là, mais si vous prenez le 3e et le 4e pavé du graphique, les pays qui ont le plus de LDI, qui sont déjà les plus avancés en termes de LDI, ce sont les pays nordiques. C'est le Danemark, c'est la Suède et c'est les Pays-Bas. Donc voilà pour ce cadrage un peu macroéconomique pour expliquer en fin de compte pourquoi est-ce que les solutions LDI sont apparues au moment où elles sont apparues. Donc pour basculer à présent du macroéconomique au financier, pour passer des éléments contextuels aux éléments techniques de cette stratégie de gestion qu'est le LDI, nous allons à présent accueillir M. Youssef Chalache, qui est Chief Investment Officer du pôle Investment Management chez CDG Capital. M. Chalache va non seulement nous introduire les fondamentaux de la gestion LDI, mais également nous raconter leur expérience avec l'équipe au sein de CDG Capital et comment est-ce qu'ils ont réussi à adapter ces solutions-là aux spécificités du marché financier local. M. Chalache, nous vous écoutons.